Nous sommes le 11 avril 2023 et je vous propose de revenir sur le transit de Pluton dans le signe du Verseau. Vous savez que Pluton vient d'amorcer son premier transit dans le 11e signe zodiaque le 23 mars dernier à 13 heures. Donc c'est un événement planétaire qui était attendu, c'est un événement planétaire et zodiacal majeur qui, je le sais, fait l'objet de toutes les attentions et de toutes les études de la part des astrologues et de tous les passionnés de notre art multimillénaire. Alors quelle influence Pluton en Verseau va-t-elle avoir dans les mutations de notre monde, dans son futur proche et beaucoup plus lointain? Quel impact l'astre aux confins du système solaire aura-t-il sur les transformations politiques, économiques, monétaires, sociaux et sociétaux qui sont déjà en cours dans notre pays, la France, d'ailleurs qui sont déjà palpables, vous commencez déjà à voir se dessiner certains événements. C'est ce qu'on va voir dans cette capsule. Du moins, pour être précis et prudent, je dirais qu'il serait présomptueux de prétendre en une seule publication aborder de façon complètement exhaustive et dans les moindres détails tout ce que Pluton en Verseau pourrait produire durant les 20 prochaines années où l'astre va transiter le 11e signe zodiaque, surtout dans un signe aussi imprévisible que le Verseau, qui est capable de créer des scénarios dignes des plus grands films de science-fiction, avec Pluton qui est la planète des mystères, qui a l'art de jalousement garder secrets ses projets. Et donc c'est pour ça qu'il faut rester modeste et extrêmement prudent. Et de toute façon, même si on parvenait à percer tous les mystères du transit de Pluton en Verseau, il serait impossible de tout dire sans avoir les représailles des cerbères algorithmiques de la plateforme sur laquelle je m'exprime. Pourquoi cette capsule sera introductive et on procédera par la suite à un survol, comme l'avait fait la sonde New Horizon à l'approche de Pluton le 14 juillet 2015. Vous savez qu'il y avait une sonde qui avait été envoyée en 2006 et qui était arrivée à l'approche de Pluton en 2015. Donc ça veut dire que les sujets qu'on va aborder dans les prochaines vidéos seront abordés de façon synthétique à la façon Verseau, pendant que d'autres seront peut-être un petit peu plus développés pour faciliter la compréhension. Alors je le dis également pour mémoire, pour les personnes qui nous rejoignent et également pour les plus anciens, puisque c'est vrai que ça date un petit peu. Depuis la fin 2017, on avait déjà fait en ordre dispersé dans plusieurs publications et vidéos des prévisions en nous basant sur le transit de Pluton en Verseau. Avec le recul des événements, on peut également évoquer l'influence du transit de la planète de l'invisible, à savoir Pluton, à l'approche de son demi-cycle, depuis sa période de découverte astronomique, à 17,54 du Cancer en 1930, au moment où il a transité à 17,54, cette fois-ci du signe du Capricorne à notre époque. Ça a rendu beaucoup plus visible aux observateurs qui ont su prêter attention certaines vérités cachées sur les plans de nos élites pour notre futur, puisque le Capricorne, c'est le signe du réel, c'est le signe de la vérité, mais c'est également le signe de la planification. Et on l'a déjà dit, ce degré fatidique de 17,54 du Capricorne coïncide avec la date du 25 janvier 2017, qui correspond notamment en France à l'affaire Fillon et l'intronisation comme président des USA Donald Trump le 20 janvier 2017, suivi de l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée quelques semaines plus tard, le 7 mai 2017. Vous vous souvenez tous que dans cette période-là, il y a eu beaucoup de vérités qui ont émergé, qui ont éclaté au grand jour, des vérités qui demeuraient cachées depuis de nombreuses décennies. Et par la suite, c'est Saturne qui, par son transit dans le signe du Verseau, signe de l'anticipation, ainsi que par sa confrontation avec Uranus, premier maître du Verseau, donc qui est stationné en Taureau. Donc vous aviez Saturne et Uranus qui se sont bagarrés, qui ont été en conflit dans le zodiaque du 23 mars 2020 au 7 mars 2023. Donc il nous a donné, pendant cette crise du Covid, un avant-goût du type de société dystopique que les dirigeants de notre monde souhaitent mettre en place pour notre futur. Donc tout ça, ça a été vu, donc forcément ça nous avance aussi un petit peu pour essayer de nous projeter encore un peu plus loin dans le futur. On peut également mettre dans la balance toutes les différentes prophéties autoréalisatrices formulées par certains de nos dirigeants qui sont autant d'informations qui nous mettent sur la voie pour dessiner les contours de notre avenir. On peut également ajouter cet effet de sidération, cet effet de stupéfaction et de remise en question de nombreuses personnes dans la société, à la faveur, si j'ose dire, du Covid. Donc ça a créé un tel choc, un tel électrochoc, qu'il y a beaucoup de gens qui ont cherché à comprendre, qui n'étaient pas forcément prédisposés à aller faire des recherches, et qui tout à coup se sont dit, bon, on va faire des recherches, et donc forcément ça a créé une émulation intellectuelle, une espèce de cerveau collectif, donc qui a fait émerger de nombreuses informations, donc qui nous donnent beaucoup de choses, beaucoup d'éléments,
donc qui nous permettent aussi d'ajouter à notre moulin, à notre réflexion pour dessiner les contours de notre futur. D'ailleurs, quand je parle de cerveau collectif, on retrouve bien l'octave supérieure de Mercure, c'est-à-dire Uranus, le maître du Verseau, donc qui crée effectivement cette émulation. Commençons, si vous le voulez bien, tout d'abord par les dates du transit de Pluton en Verseau et ses différents mouvements de rétrogradation jusqu'à son arrimage complet dans le 11e signe zodiaque. Les mouvements de Pluton en Verseau vont s'opérer en plusieurs temps avant que l'on conjugue définitivement au passé le transit de Pluton dans le signe du Capricorne. C'est vrai que Pluton n'a pas encore dit son dernier mot en Capricorne, même si effectivement Pluton, au moment où on se parle, transite le Verseau. Donc Pluton a débuté son premier transit en Verseau le 23 mars 2023 à 13h et va progresser jusqu'à 0°21 du Verseau pour débuter le 1er mai à 18h sa première rétrogradation pour faire son retour en Capricorne le 11 juin 2023 à 9h. Pluton va continuer à rétrograder jusqu'au 11 octobre 2023 vers 1h du matin jusqu'à 27°53 du Capricorne pour reprendre sa marche directe et faire son retour en Verseau le 21 janvier 2024 à 0h05. Pluton va ensuite progresser en marche directe jusqu'au 2 mai 2024 à 17h47 à 2°56 du Verseau pour de nouveau amorcer sa rétrogradation et faire son retour en Capricorne le 2 septembre 2024 à minuit. Pluton va continuer sa rétrogradation jusqu'au 12 octobre 2024 à 0h31 à 29°38 rétrograde pour reprendre sa marche directe. Quand je dis 29°38 rétrograde, c'est bien sûr en Capricorne, pour reprendre sa marche directe et faire son retour le 19 novembre 2024 en Verseau à 20h30. À partir de cette date du 19 novembre 2024, Pluton continuera son séjour en Verseau et ne reviendra plus en Capricorne de notre vivant, sauf si le transhumanisme permet à certains de vivre très vieux, c'est-à-dire plus de 248 ans. Donc c'est le laps de temps qui correspond au cycle zodiacal de Pluton, et sa révolution solaire, elle est d'environ 247,7 années. Une fois bien implanté en Verseau, Pluton opérera bien d'autres mouvements de rétrogradation durant son long séjour dans le 11e signe zodiaque, notamment le 4 mai 2025 à 15h27 à 3°49 du Verseau. Je ne vais pas vous faire tous les mouvements de rétrogradation de Pluton parce que ce sera un petit peu trop long. Gardons tout de même en tête que Pluton séjournera en Verseau jusqu'au 19 janvier 2044 à 10h49. Ça veut dire qu'à 10h50, ce jour-là, le 19 janvier 2044, Pluton amorcera son premier transit dans le signe du Poisson. Un petit mot très rapide concernant les irrégularités du cycle zodiacal de Pluton. Donc on vient de le dire, la durée du cycle de Pluton en astrologie, donc c'est de 248 ans environ, du fait en fait de son orbite qui est irrégulière. Vous avez la planète naine qui traverse les signes zodiacaux entre 12 et 30 ans. Donc là, vous avez un petit tableau qui fait un petit récapitulatif. Donc vous avez par exemple Pluton en Bélier qui dure 29 ans, Pluton en Taureau 33 ans, en Gémeaux 29 ans, en Cancer 25 ans, en Lion 18 ans, en Vierge 15 ans, en Balance 12 ans seulement, en Scorpion 13 ans, en Sagittaire 14 ans, en Capricorne 16 ans, en Verseau 19 ans, 19-20 ans quasiment, Pluton en Poisson 25 ans. Profitons-en pour faire un petit rappel des fondamentaux astronomiques de Pluton. Pluton fut astronomiquement et officiellement découverte le 18 février 1930 à 16h à Flagstaff, en Arizona, aux USA, par Clyde Tombaugh, qui avait poursuivi les travaux de Percival Lowell, décédé en 1916. Donc l'astre aux confins du système solaire avait toutefois déjà fait l'objet de prédécouvertes dès 1908 par William Pickering, donc un autre astronome états-unien. Alors le nom de Pluton est une référence à la fois au dieu des enfers, à Percival également Lowell, dont les initiales forment les deux premières lettres de Pluton. C'est aussi un nom qui est suggéré par Venetia Burnand, donc c'était un enfant de 11 ans, qui était à l'école à Oxford en Angleterre, et donc qui avait suggéré ce nom-là. Pluton bénéficiait depuis sa découverte astronomique en 1930 du statut de 9e planète du système solaire à part entière jusqu'au 24 août 2006, mais consécutivement à la découverte d'Eris, de taille similaire à Pluton une année plus tôt, le 5 janvier 2005, Pluton a subitement été relégué au rang de planète naine par la communauté scientifique.
planète naine, c'est un qualificatif intermédiaire entre planète, planétoïde et astéroïde. Vous avez Eris, Cérès, puis Haumea et Makemake en 2008, qui sont également classés dans cette catégorie. L'Union astronomique internationale avait en effet estimé que Pluton n'était pas assez massif pour balayer sa zone gravitationnelle pour bénéficier de ce statut de planète à part entière. Alors si les astronomes ont décidé de qualifier Pluton donc de planète naine et de la rétrograder dans la hiérarchie des corps célestes, il n'en va pas de même pour la communauté des astrologues qui ont au contraire pu observer depuis sa découverte officielle et prédécouverte combien cet astre était certes petit par la taille mais doté sur le plan énergétique d'une puissance phénoménale semblable à un mastodonte lorsqu'il s'agit d'influencer le destin tant collectif qu'individuel de nous autres les terriens. Gardons en tête que le système plutonien comprend 6 corps célestes liés par la gravité à Pluton. Donc vous avez le nom des satellites naturels qui sont Charon, la plus imposante, Nix, Styx, Kerberos et Hydre, autant de noms s'inspirant de la mythologie gréco-romaine liée à l'univers de Pluton et son royaume d'Hadès. Un petit rappel également des fondamentaux mythologiques de Pluton. Alors Pluton, c'est le nom du dieu romain dont l'équivalent grec n'est autre qu'Hadès. Dans la mythologie grecque, Hadès était né de l'union des titans Chronos et Rhea. Le dieu Hadès régnait avec son épouse Perséphone sur le royaume des morts, des enfers et des mondes souterrains. Cette souveraineté sur le royaume des ombres, Hadès la doit en partie à son frère Zeus, qui fut chargé après la victoire sur les titans de réorganiser l'univers et de se partager le monde. Et Zeus décida d'attribuer à Hadès le règne sur le domaine des enfers et à Neptune, alias Poséidon, son autre frère, la gouvernance de l'univers aquatique et des mondes marins. Zeus, bien sûr, gardait la souveraineté sur les cieux. Hadès, désormais souverain dévolu à cet univers infernal, disposait de plusieurs attributs et autres pouvoirs magiques qui en ont fait une divinité extrêmement puissante. Alors, il faut savoir qu'Hadès dispose de différents pouvoirs, d'ailleurs comme toutes les divinités gréco-romaines. Donc vous avez le premier pouvoir magique d'Hadès, c'est son sens de la justice. Hadès est tout d'abord un dieu réputé pour son sens de la justice implacable, sa vindicte légendaire, notamment envers son frère Zeus, pour le manque de reconnaissance et pour l'avoir relégué dans ce milieu hostile. C'est aussi une des caractéristiques qu'on retrouve chez les natifs du Scorpion et chez les Plutoniens de manière générale. Alors, le deuxième pouvoir magique d'Hadès est son trésor caché. Hadès possède un trésor et une corne d'abondance semblable à celle de Zeus alias Jupiter, mais pour éviter que Plutos devienne le bienfaiteur incontesté des hommes et menace ainsi son pouvoir, Jupiter avait décidé de rendre Hadès aveugle dans ce domaine. C'est ainsi que les biens qui sont distribués par Plutos vont en conséquence essentiellement vers les nantis. Voici donc une des raisons mythologiques qui explique pourquoi Pluton est associé à la plutocratie, en plus du fait que Plutos est la racine grecque du mot qui désigne le dieu de la richesse et de l'abondance. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on retrouve à travers cette histoire mythologique entre Zeus et Hadès les causes profondes de la fameuse fin de l'abondance dont on parle en ce moment, dont parle notre Jupiter national autoproclamé, né du signe du Sagittaire le 21 décembre 1977 à 10h40 à Amiens, donc est du signe du Sagittaire gouverné par Jupiter en exaltation dans le signe du Cancer dans son thème, qui reçoit d'ailleurs Pluton céleste proche de la cuspide de son ascendant Capricorne et qui est désormais d'ailleurs en ce moment, puisque Pluton transite le Verseau, ça correspond à sa maison 1. Donc cette fin de l'abondance s'expliquerait surtout par le transfert accru des richesses nationales et terrestres vers les nantis et la plutocratie au détriment de la plèbe. Il s'agit, vous l'avez compris, d'une spoliation déguisée en surpopulation, effondrement global et systémique, qui font partie des théories collapsologistes et climato-écologistes. Alors ces théories et ces idéologies sont là pour masquer en réalité des mutations et une révolution industrielle au forceps et chaotique programmée par la plutocratie. Alors il y a un des éléments qui peut le confirmer, c'est vous avez par exemple le sociologue suisse et ancien rapporteur de l'ONU Jean Stigler, donc un spécialiste de la nutrition, qui avait déclaré on pourrait nourrir jusqu'à 12 milliards de personnes sur la Terre. Les victimes de famine sont donc assassinées. Source, l'Observateur du 24 février 2017.
Le troisième pouvoir que l'on peut également évoquer concernant Hadès, c'est son casque et son invisibilité. Donc là, vous avez le casque d'Hadès, fabriqué en peau de chien par les Cyclopes, qui permet à son porteur de se rendre invisible. Ce casque fut porté dans la mythologie par Athéna et Persée pour vaincre des ennemis redoutables. Alors, Pluton est lié à l'invisibilité, l'opacité, ainsi qu'au culte du mystère et du secret. Vous avez un quatrième pouvoir magique d'Hadès, c'est le siège de l'oubli, le siège ou rocher de l'oubli qui retient de façon éternelle dans le royaume des morts tous les vivants qui avaient le malheur de s'y asseoir. Cinquième pouvoir magique, le phénix, avec la capacité à renaître de ses cendres. Donc là, vous avez le mythe du phénix, qui est étroitement associé au signe du scorpion et à Pluton. Le phénix renaît de ses cendres plus étincelants et plus forts pour se tourner vers le ciel. En fait, vous avez les scorpions qui veulent se transformer en phénix, puis en aigle, pour devenir des êtres extraordinaires et peut-être même immortels. Suivant avec le rappel des fondamentaux astrologiques et zodiacaux de Pluton, donc Pluton c'est le premier maître du scorpion, l'astre est donc dans son domicile dans le 8e signe zodiaque. Certains astrologues le considèrent à juste titre comme l'octave supérieure de Mars, et en exaltation dans le signe du bélier. Avant la découverte astronomique de Pluton, c'était Mars qui assurait le rôle du premier gouverneur du Scorpion. Un petit clin d'œil amical à l'astrologue Stéphane Rieu qui avait produit un travail remarquable pour démontrer pourquoi Pluton était en exaltation dans le signe du Bélier. Effectivement, la période Bélier que nous fêtons en ce moment même où nous réalisons cette capsule coïncide avec l'équinoxe de printemps. La saison du début du printemps est bien une période de régénération de la nature, tandis qu'en plein cœur de l'automne, durant la période Scorpion que maîtrise Pluton, les feuilles tombent et la nature meurt pour se régénérer, plus forte à la fin de l'hiver et au début du printemps. On retrouve bien dans les deux cas ces fonctions de dégradation, de mort et de régénération, renaissance propre à Pluton. Enfin, selon les écoles d'astrologie, Pluton serait en exil en Taureau, en chute en Balance, également en chute en Vierge, et selon les auteurs également en chute en Verseau. Comme on étudie l'influence de Pluton en Verseau, il semble quand même important de conserver cette hypothèse de Pluton en chute en Verseau. Il faut savoir également qu'Uranus, donc le maître du Verseau, est en exaltation en revanche dans le signe du Scorpion. Vient d'être énoncé, c'est vrai que ça peut paraître théorique, et ça pourrait au premier abord sembler complètement abstrait, déconnecté de la réalité, et de l'ordre de la croyance pour les profanes ou les esprits les plus cartésiens pour ne pas dire plus. Voici donc quelques brefs exemples concrets de corrélation étroite entre la période de découverte et prédécouverte de Pluton et les événements spectaculaires qui ont marqué de façon indélébile l'histoire de l'humanité pour le meilleur mais surtout pour le pire. Pour la partie chaos, mort et destruction, on ne peut pas ne pas parler de l'hécatombe et ce bilan humain désastreux qui est sans précédent dans l'histoire de l'humanité, un des deux conflits mondiaux de cette première moitié du XXe siècle, durant la période qui précède et succède la découverte astronomique du funeste Pluton, dieu des enfers. Donc là, vous avez la Première Guerre mondiale, donc 1914-1918, qui a fait 20 millions de morts, et Deuxième Guerre mondiale, 60 millions de morts, soit 2,5% de la population mondiale de l'époque. En appui de ce bilan humain désastreux, vous avez les images d'archives de ruines et de désolation de la Première et Seconde Guerre mondiale qui permettent de constater l'ampleur du désastre. La guerre de position avec les militaires terrés dans les tranchées pendant la Grande Guerre de 14-18 n'est pas sans rappeler l'aspect souterrain d'Hadès. La puissance de destruction et ce nombre de défunts en quantité industrielle s'expliquent en grande partie par le progrès spectaculaire en matière d'armement. Nous retrouvons bien ici Pluton comme octave supérieure de Mars, alias Arès, dieu de la guerre. Si Mars est le dieu de la guerre, Pluton est quant à lui appelé le char d'assaut du système solaire. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'appelle. Pour expliquer cette puissance de feu, il faut aussi parler de la motorisation, tout d'abord des engins et de l'armement. Vous avez ce bond en avant de la motorisation des véhicules terrestres, maritimes et aériens qui sont désormais propulsés au début du XXe siècle avec des moteurs plus puissants que n'importe quelle traction animale, donc qui s'alimentaient désormais tous à base de produits pétroliers. Donc là, vous avez cette ressource, le pétrole, c'est une ressource souterraine qui est devenue incontournable à partir de cette date-là et qui rappelle Hadès et Pluton avec son trésor souterrain. Si on devait évoquer le boom dans la puissance de feu de l'armement militaire, on ne peut pas ne pas parler du projet Manhattan, nom de code du projet de recherche pour créer en 1939 la première bombe atomique pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc qui fait forcément allusion à Pluton.
La bombe A, c'est un engin explosif à fission d'origine nucléaire, sur la base de l'uranium-235 ou du plutonium-239. On retrouve bien dans la racine des mots uranium et plutonium, Uranus et Pluton. Alors pour info, le directeur de recherche de ce projet Manhattan, c'était un physicien qui s'appelait Robert Oppenheimer, un natif du taureau ascendant Gémeaux du 22 avril 1904 avec Pluton, Neptune encadrant l'ascendant et Uranus valorisé en angulaire au descendant. Et 6 ans plus tard, vous avez les largages des bombes Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 1945, qui furent les points d'orgue de l'horreur, de la mort et de la destruction d'une façon tristement spectaculaire, donc qui entre bien en résonance avec l'impact de Pluton. C'était la première fois que Pluton transitait le signe spectaculaire du Lion depuis la découverte astronomique de Pluton en 1930. Le largage de ces deux bombes signa la fin de la Deuxième Guerre mondiale et donc ce processus de destruction. Une capsule annexe, je me propose de vous parler de Pluton et de son art de la guerre souterraine et secrète. Après cette destruction massive, nous avons eu la phase de reconstruction, de régénération, de renaissance et de prospérité. Donc ça, c'est le côté beaucoup plus lumineux de Pluton. Donc après cette période de chaos, de destruction et de mort, survint une période de renaissance et de reconstruction, entraînant une phase de croissance et de prospérité sans précédent entre 1945 et la fin des années 60. Cette période, on l'appelait en Occident et pour le vieux continent les Trente Glorieuses. Le modèle de développement économique s'était principalement articulé autour de la pétrochimie et des énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon, etc. Et c'est justement ce modèle qui est en train d'être remis en question par le transit de Pluton dans le signe du Verseau, en tout cas qui va l'être totalement une fois que Pluton transitera de plein pied sans revenir dans le signe du Capricorne, qui est le signe du conservatisme. C'est vrai qu'à la mode plutonienne, les métamorphoses s'opèrent très souvent par la destruction et la mort d'un ancien monde pour en faire émerger et renaître un tout nouveau. Tant que ce nouveau monde n'est pas encore complètement mort et n'est pas encore complètement né, le monde vit une crise et les peuples du monde entier se trouvent comme écartelés entre deux dimensions. C'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment.